Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition, l'édition de la rentrée 2022, qui va être assez riche en termes de nouveautés, des différentes mesures qui ont été adoptées par le gouvernement au cours de l'été. Comme à l'accoutumée, je vous propose de patienter quelques instants. Nous démarrerons 1 ou 2 minutes après 11 heures pour permettre à toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre de le faire dans de bonnes conditions techniques parce que, et nous vous en remercions encore à nouveau, vous êtes très nombreuses et très nombreux à venir échanger avec nous sur les sujets qui nous préoccupent toutes et tous en matière de RH et paye, essentiellement paye, bien évidemment. Voilà, encore bienvenue. Je vous propose donc de patienter encore 3-4 petites minutes et nous pourrons enfin engager les débats et les échanges sur l'actualité du mois de septembre. Merci à toutes et à tous. Bonjour ou rebonjour à ceux que j'ai déjà salués il y a quelques instants. Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle édition des Actus Sociales consacrée aux informations, aux mesures adoptées par le gouvernement au cours de l'été. Alors, comme à l'accoutumée, elles sont assez nombreuses, parfois techniques. Nous entrerons dans le détail dans un instant et vous aurez bien évidemment, après chacune des parties abordées, un moment pour que les questions soient posées. Elles seront reprises aujourd'hui par Clémence. Bonjour Clémence, tu m'entends? Oui, bonjour Abdelkader. Merci, merci Et Clémence. bonjour à tous. Voilà, je vous propose, comme à l'accoutumée, de patienter encore 1 ou 2 minutes. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à vous être inscrits à cette session. Bien évidemment, les modalités techniques font que lorsqu'il y a plusieurs tentatives de connexion simultanée, on peut rencontrer quelques difficultés. Donc, patientons encore 1 ou 2 minutes, si vous le voulez bien, et nous pourrons enfin aborder les sujets de la rentrée 2022. Alors que peut-être, Abdelkader, je vais faire un test, mais les personnes qui sont connectées, est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez répondre via le chat pour s'assurer, voilà, que tout fonctionne aussi de votre côté, s'il vous plaît? Vous avez un petit chat à votre disposition. Vous pouvez poser vos questions et donc bonjour, super. Je vous remercie. Merci beaucoup. Parfait. Donc tout fonctionne, rien à signaler. Super. Merci, merci Clémence, merci à ceux qui ont bien voulu confirmer
les bonnes modalités de connexion. Bon, c'est parfait. Abdelkader, tout le monde t'entend et tout le monde voit ton écran. Parfait, je vous remercie. Je vous remercie encore à nouveau, bien évidemment, de votre présence, de votre attention à ces différentes éditions mensuelles de l'actu sociale que vous propose SDWorks. Et nous allons désormais pouvoir entamer cette présentation, les moments d'échange. Alors, l'actualité est riche pour la raison suivante, hein, nous avons de manière coutumière en France, au lendemain des échéances électorales qui sont maintenant quinquennales à l'échelon national, d'avoir ce moment où la nouvelle majorité ou le gouvernement en place présente ses premières mesures au cours de cette période communément appelée des 100 jours. Bah, bien évidemment, 2022 n'a pas échappé à la règle. La question de l'inflation et du pouvoir d'achat ont été posées lors des campagnes des deux échéances électorales et la majorité en place a souhaité y répondre très rapidement. Eh bien, elles vont occuper ces questions-là par les mesures qui ont été adoptées. L'essentiel de l'actualité sociale 2022, de septembre 2022, alors, oui, pardon, à travers lesquels, pour ce que je vous propose, c'est d'aborder ce qui est appelé la prime de partage de la valeur, qui fait suite à la fameuse PEPA, la fameuse prime pour l'emploi et le pouvoir d'achat. Nous aborderons également le dispositif de rachat de RTT, alors appelé plutôt dans les textes renonciation des jours de repos, et c'est une double désignation pour en réalité indiquer le même dispositif. Le gouvernement aborde également la question de l'inflation et du pouvoir d'achat via la possibilité d'élargir le périmètre, le niveau de prise en charge des frais de transport et de frais de carburant. Ce qui est dit également, c'est la possibilité, mais cela à l'initiative du salarié et hors sans doute périmètre de gestion en paye, du déblocage anticipé de la participation et de l'intéressement. Le SMIC a été revalorisé pour les mêmes raisons qu'il l'a été en octobre 2021, en mai 2022, c'est-à-dire au terme du constat d'un niveau de taux d'inflation au-delà du minimum légal prévu pour la révision périodique du SMIC. Quelques propos s'agissant de l'activité partielle, et puis j'achèverai la présentation sur l'état dans lequel nous sommes tous et toutes au regard du décret du 12 avril 2021 venant modifier le calcul des IGSS et puis la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'administration pour mettre en œuvre ces nouvelles dispositions décrétales. Prime de partage de la valeur, la mesure est portée par la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, qui a été publiée au journal officiel du 17 août dernier, ce qui, de prime abord, lorsque le calendrier est celui que vous avez sous les yeux, rend extrêmement difficile l'adoption de la totalité des mesures comprises dans cette loi et nécessitant bien évidemment de réexaminer les valeurs ou les modalités pratiques dans les systèmes d'information. Ce qui a empêché la totalité des acteurs de la paye de traduire de manière effective immédiatement dans le système d'information la mise en œuvre de cette PPV et des autres mesures que nous verrons dans un instant. De quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité de la suite donnée à la prime PEPA, prime pour l'emploi et le pouvoir d'achat, dont vous vous souvenez sans doute que la dernière échéance possible de versement de cette PEPA était le 31 mars dernier. Alors, la prime de partage de la valeur fait suite à cette PEPA. Elle a une autre dénomination et l'autre caractéristique de cette PVV, on verra dans un instant, c'est qu'elle a un caractère pérenne. Elle s'inscrit dans la durée et n'a pas de terme dédié et spécifique. Quels en sont les bénéficiaires? Ce sont tous ceux qui, au sein de l'entreprise, ont un statut de salarié et qui ont, du fait de ce statut de salarié, une obligation par l'employeur d'une affiliation à l'assurance chômage. Pour reprendre l'exact périmètre des salariés éligibles et donc bénéficiaires à la PPV, c'est celui pour lesquels vous êtes susceptible de déterminer et de calculer la RGCP, la fameuse réduction générale des cotisations patronales, autrement dit depuis sa création, la réduction Fillon. C'est le même périmètre
À cela, bien évidemment, des enjeux qui sont différents, puisqu'on connaît la limite de rémunération de la RGCP pour pouvoir y prétendre. Même périmètre, ce qui en exclut de facto deux catégories de personnel pouvant être présents dans l'entreprise, les dirigeants pour leur statut de dirigeant, puisque non titulaires du statut de salarié, ils ne peuvent être affiliés à l'assurance chômage et ne peuvent être, en tout état de cause, éligibles à la RGCP ou les autres dispositifs d'exonération de même nature, je pense à la maladie et aux allocations familiales, et les personnes, des jeunes qui ont le statut de stagiaire au sein de l'entreprise, puisqu'ils ne sont pas liés à l'entreprise par un contrat de travail, mais par une convention de stage. Ensuite, vous devriez normalement retrouver toutes les autres personnes présentes dans l'entreprise, dans les effectifs, et donc éligibles au versement de la PPV. Les employeurs qui peuvent la verser, ce sont ceux pour lesquels il y a une obligation d'affiliation à l'assurance chômage, et donc ceux qui relèvent du strict secteur privé, en ce qui concerne, en tous les cas, la loi du mois d'août. De quelle manière je dois mettre en œuvre cette PPV si je souhaite le faire, hein, parce qu'il n'y a strictement aucun caractère contraignant à la mise en place de la PPV, ni d'ailleurs des autres mesures portées soit par la loi de finances rectificative, soit par la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Il n'y a aucun caractère contraignant à le faire, et la loi offre deux voies de réalisation, soit l'accord collectif, soit l'addition unilatérale de l'employeur. Eh bien, vous choisirez l'une de ces deux voies pour mettre en œuvre le dispositif. Et bien évidemment, s'il s'agit de l'accord collectif, de la nécessité de construire cet accord collectif, de le discuter avec les représentants du personnel désignés par cet effet, à cet effet par la loi, ou bien évidemment, construire bien évidemment sur votre projet de votre propre chef et d'en faire la déclaration et le dépôt auprès de l'administration. Les conditions pour bénéficier de l'exonération qui est attachée au versement de cette PPV, eh bien, sont les suivantes. Versement à tous les salariés éligibles, y compris les intérimaires et les travailleurs handicapés. S'agissant des intérimaires, la loi fait obligation à l'employeur qui met en place la PPV d'en informer l'entreprise de travail temporaire qui salarie les intérimaires, les informer bien évidemment du versement aux autres salariés et dans quelles conditions de la PPV et de l'éligibilité bien évidemment des salariés intérimaires que vous occupez et pour lesquels l'entreprise de travail temporaire devra verser elle-même cette fameuse PPV. À la date de versement, il doit avoir été réalisé par l'employeur le dépôt de l'accord ou, en toute cause, la signature de la déclaration unique de l'employeur, en quelque sorte, confirmer, soit par voie de dépôt administratif, soit par signature, l'une des deux voies de mise en œuvre de la PPV. Le versement peut se faire à compter du 1er juillet 2022. Alors, chose assez étonnante, d'une part parce que la loi et le projet de loi tel qu'il a été adopté en Conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale fixait une date au 1er août. Ce sont les sénateurs qui ont souhaité rapporter cette date du 1er août au 1er juillet. Et la question qui se pose, c'est pourquoi cette date du 1er juillet alors que la loi n'a été publiée au journal officiel qu'à la mi-août, comme nous l'avons vu à l'instant. Pour la raison suivante, eh bien, c'est que cette date du 1er juillet est nécessaire pour comprendre la périodicité de versement de la PPV que nous allons aborder dans un instant. Puis-je moduler le montant de la PPV? La modulation est tout aussi admise qu'elle l'avait été pour la PEPA. Soit par le critère de rémunération, soit par le critère de classification, soit par le critère d'ancienneté qui a été ajouté lors des débats au Sénat, soit par la durée de présence effective pendant l'année écoulée. Qui dit présence effective, celle-ci peut être conditionnée et déterminée à raison de l'entrée du salarié dans l'entreprise, notamment s'il est entré en cours d'année, ou à raison de la présence effective au sens où il a été réellement en activité au sein de l'entreprise. Alors, qui dit présence effective dit référence automatique à la définition légale du temps de travail effectif, que nous connaissons maintenant depuis 22 ans, depuis la mise en place des 35 heures. Cette définition exclut toute absence du salarié, et c'est la raison pour laquelle le législateur a précisé qu'en tout état de cause, les congés payés sont assimilés à cette présence effective,
pour ne pas avoir de réduction ou de modulation du montant de la PPV à raison de la prise des congés légitime, prise de congé du salarié tout à fait légitimée par la loi. Et donc on assimile effectivement ces congés payés à cette présence effective. Au-delà de cela, dès lors que le législateur a assimilé uniquement les congés payés à cette présence effective, cela suppose que toutes les autres absences ne reçoivent pas cette assimilation et ne peuvent pas être assimilées à cette présence effective, ce qui vous permettrait, le cas échéant, de moduler le montant de la PPV pour tout autre motif d'absence, y compris pour motif d'arrêt maladie, y compris pour congé maternité, y compris pour congé sabbatique, y compris pour congé parental d'éducation, etc., etc., etc. La seule assimilation retenue par la loi à la présence effective est celle de l'absence pour congé payé. Alors, vous pouvez effectivement avoir une interprétation extrêmement rigoureuse des dispositions légales et moduler pour tous les autres motifs d'absence, ou au contraire, conserver une certaine largesse en termes de versement et de calcul de ce montant-là, et en assimilant d'autres périodes d'absence, comme vous l'entendrez par vous-même, soit par voie d'accord collectif, soit par décision unilatérale. La durée du travail prévue au contrat permet également la modulation. Que vise-t-on ici de manière assez simple? Eh bien évidemment, ce sont les salariés qui seraient en activité à temps partiel, hein, ou en forfait jour dit réduit, c'est-à-dire inférieur au forfait jour temps plein ou temps complet que l'on pourra avoir dans l'entreprise, généralement 218 lorsque l'on s'aligne sur le maximum légal. Et la modulation peut être effectivement attachée à cette durée du travail. Vous avez là 5 critères de modulation. Vous pouvez en retenir qu'un seul, vous pouvez en conjuguer plusieurs. Vous avez la liberté totale de pouvoir moduler selon l'un de ces critères et voire même plusieurs d'entre eux. Dans quelles conditions dois-je verser ces primes-là et selon quelle périodicité? Lors des débats parlementaires, les modalités de versement étaient précisées. J'avais eu l'occasion le mois dernier, enfin pardon, au mois de juillet, lorsque nous avions déjà entamé la présentation de ce dispositif, de dire qu'en tout état de cause, la loi ne fixant aucune modalité spécifique en termes de périodicité, de ce que le versement puisse se faire en plusieurs fois. Le législateur a jugé utile de repréciser les choses. Je ne m'attendais pas, en sous état de cause, que les dispositions puissent être interprétées comme laissant penser que le versement puisse se faire qu'en une seule fois. Bon. De quelle manière, en tous les cas, puis-je échelonner ce versement-là? Il peut se faire en une ou plusieurs fois dans la limite d'un versement par trimestre au cours de l'année civile. Ces modalités ajoutées lors des débats parlementaires, eh bien, nous éclairent sur le versement à compter du 1er juillet 2022, puisqu'en tout état de cause, sur le dernier semestre, nous avons 2 trimestres, juillet, août, septembre, puis le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. Ce qui laisse supposer que je serai en mesure de verser une première fois cette PPV sur l'année 2022 au mois de septembre, une seconde fois au cours du dernier trimestre, voire dès le mois d'octobre. Dès lors que, bien évidemment, je n'excède pas un versement par trimestre. Et voilà ce qui explique le fait que les sénateurs aient ramené du 1er août au 1er juillet la possibilité de verser cette PPV, c'est-à-dire bien antérieurement à l'adoption définitive et à la promulgation de la loi. Quel est le régime social attaché à cette prime de partage de la valeur? La loi fixe 2 périodes, une période dite transitoire qui court du 1er juillet 2022 au 31 décembre de l'année prochaine, avec un examen assez précis du niveau de rémunération du salarié auquel je verse la PPV. Vous vous souvenez sans doute que dans le cadre de la mise en œuvre de la PEPA, seuls les salariés dont la rémunération n'a pas excédé au cours des 12 derniers mois 3 fois le SMIC étaient bénéficiaires de ce régime social et fiscal de faveur. Rien ne s'oppose dans la loi à un versement un salarié dont la rémunération est supérieure à 3 fois le SMIC. Mais
les dispositions légales nous conduisent à l'adoption de deux régimes distincts, deux régimes social et fiscal distincts. Alors, prenons d'abord la situation du salarié dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC. Il y a une exonération sociale et fiscale en totalité. Alors, en totalité pour le fiscal. Pour le social, l'exonération des cotisations et contributions est quelque peu limitée et visée expressément par la loi. Il s'agit des cotisations de sécurité sociale, des cotisations d'assurance chômage, des cotisations de retraite complémentaire, de la CSG et de la CRDS, des cotisations patronales, l'effort construction, la contribution patronale à la contribution formation, la contribution patronale à la taxe d'apprentissage et la taxe d'apprentissage supplémentaire. Ce qui en exclut tous les autres, et on pense de manière automatique immédiatement au FNAL et au versement de transport qui reste dû par l'employeur lorsque la PPV est versée. Un périmètre d'exonération patronale et salariale limité. Par contre, un périmètre d'exonération fiscale un peu plus large, et pour ce qui nous intéresse à tout le moins pour le social, d'une part, la PPV est totalement exonérée lorsqu'elle n'excède pas 3 000 euros, et elle peut excéder 3 000 euros et bénéficier encore du régime social de faveur, dès lors que l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement ou a mis en place un dispositif d'intéressement en cours à la date de versement de la PPV, ou un dispositif d'intéressement ou participation dans les entreprises de moins de 50 salariés. Pourquoi ce distinguo? Parce que pour les entreprises qui comptent au moins 50 salariés avec un dépassement du seuil d'effectif que vous connaissez maintenant, c'est-à-dire au moins constaté au moins pendant 5 années consécutives, eh bien, il aura une obligation de mettre en place la participation. Donc, en tout état de cause, pour ces entreprises-là, elles doivent être outillées d'un dispositif d'intéressement. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, eh bien, si elles se sont outillées d'un dispositif d'intéressement ou de la participation, elles bénéficieront également d'une exonération jusqu'à hauteur de 6 000 euros alors qu'elles comptent moins de 50 salariés. L'incitation est faite, comme cela avait été le cas pour la PEPA, l'incitation est faite ici à ce que les entreprises puissent mettre en place l'un de ces deux dispositifs venant compléter les rémunérations des salariés. Lorsque l'on avait évoqué à plusieurs reprises, notamment dans la presse spécialisée, le triplement des plafonds exonératoires que nous avions connus sous PEPA, eh bien, si vous les avez à l'esprit, c'était 1 000 au lieu de 3 000 et 2 000 au lieu de 6 000. Voilà, tout simplement la transposition multipliée par 3 du régime antérieur. Qu'en est-il du régime fiscal transitoire? Eh bien, lorsque la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC, il y a une exonération. Alors, 3 fois le SMIC RGCP, donc on retranspose ici les règles afférentes à la PEPA, puisqu'on se réfère expressément, si on se souvient, à RGCP. Une exonération fiscale. Alors, une exonération fiscale dans la limite absolue de 6 000 euros. 6 000 euros, tenant compte éventuellement en 2022, bien évidemment, tenons compte éventuellement de ce qui a été versé au titre de la PEPA au cours de l'année 2022. J'indiquais en introduction de cette partie-là que la prime pour l'emploi et le pouvoir d'achat pouvait être encore versée jusqu'au 31 mars de cette année. Si vous l'avez fait, il faudra tenir compte du montant qui a déjà fait l'objet d'exonération fiscale au titre de la PEPA en début d'année pour apprécier cette limite absolue de 6 000 euros. Exemple, vous avez exonéré 2 000 euros au mois de mars, vous versez 5 000 euros au titre de la PPV sur le second semestre 2022, 5 plus 2, 7 000 euros, seuls 6 000 seront exonérés fiscalement, les 1 000 excédentaires seront soumis au prélèvement à la source et donc intégreront la base PASS du mois de versement de la PPV. Lorsque la rémunération au cours des 12 mois précédant le versement de la PPV est supérieure à 3 fois le SMIC, eh bien, le salarié bénéficie également d'un régime de faveur. Ici, c'est un régime qui s'aligne sur le régime social et fiscal de l'intéressement. Je ne reviens pas dessus, vous le connaissez, pour être assez bref compte tenu de la volumétrie des sujets du jour, je vous fais grâce d'un retour sur l'intéressement. Mais en tout état de cause,
le versement de la PPV, y compris pour les salariés dans leur ménage supérieur à 3 fois le SMIC, demeure assez avantageuse en ce que il y a application du régime social et fiscal de l'intéressement, selon que l'intéressement est placé ou pas. Vous connaissez, j'imagine, les règles. J'évoquais jusqu'à présent le régime social et fiscal de la phase transitoire. Qu'en est-il de la phase définitive? Eh bien, le caractère pérenne de la PPV fait qu'au-delà du 31 décembre 2023, il sera toujours possible de verser cette fameuse PPV. Donc, au-delà de ce 31 décembre à compter donc du 1er janvier 2024, on aura, quel que soit le niveau de rémunération du salarié, quel que soit le niveau de rémunération du salarié, une application du régime social et fiscal de l'intéressement. Ce régime social et fiscal de l'intéressement, eh bien, sera mettre en œuvre lorsque je verserai la PPV, quelle que soit la période au cours de l'année de versement, et toujours bien évidemment à un rythme qui ne peut excéder, et ça c'est également le caractère pérenne du dispositif qui nous y engage, avec une limite d'un versement par trimestre. Voilà ce qu'il en est de la prime de partage de la valeur. C'est une des premières mesures, des premières mesures phares voulues par le gouvernement dans sa lutte contre l'inflation et pour la protection du pouvoir d'achat, visant à permettre à ce que les sommes qui sont versées, donc la rémunération complémentaire versée aux salariés, puissent aussi être aussi bénéfiques que possible, aussi bien pour le salarié, mais également, vous l'avez vu, en termes de régime social et fiscal, pour l'entreprise. Clémence, y a-t-il des questions? Alors oui, nous avons 2 questions. Donc pour la PPV, la modulation peut-elle conduire à une exclusion? Exemple, via la modulation sur la classification, exclure les cadres. Oui, tout à fait. Vous Et pouvez effectivement limiter cette. Alors, vous avez des plafonds fixant le régime social et fiscal, comme nous venons de le voir, soit la rémunération est inférieure à 3 000, excusez-moi, 3 fois le SMIC, soit elle est supérieure. Vous pouvez tout simplement également décider de verser cette PPV uniquement aux salariés dont la rémunération n'excède pas 3 fois le SMIC. merci. Et nous avons donc une deuxième question. La PPV serait donc soumise à une mutuelle non forfaitaire, à une retraite supplémentaire, à la prévoyance? Oui, les dispositifs qui viennent d'être cités ne sont pas d'origine légale. Donc le législateur ne peut pas intervenir, en aucune manière. Il peut intervenir pour les champs sociaux et fiscaux qui relèvent de son domaine de compétence. Et donc, bien évidemment, le régime social, puisqu'il est, lui, décideur de la sécurité sociale, et nous en examinons chaque année la loi de financement, donc dire ce qui finance la sécurité sociale et quelles sont les prestations de sécurité sociale relève de son domaine, mais ne relève pas de son domaine le champ de financement, à la fois les questions de financement et à la fois le champ d'intervention de la prévoyance ou de la retraite supplémentaire. Donc, bien évidemment, là, pour ces couvertures-là, l'entreprise est liée par un contrat avec son organisme de prévoyance, de mutuelle, de retraite, et il convient de s'y référer expressément aux clauses de financement de ces différentes couvertures pour pouvoir examiner l'éventualité, mais cela me paraît peu probable, l'éventualité d'exonération. Ce qui me paraît peu probable. Je n'ai pas l'esprit d'exemples qui permettent, qui s'alignent directement sur l'exonération ou l'assujettissement à cotisation sociale. Donc ça restera dû, bien évidemment. Alors, je reviens sur la première question et j'ai répondu par le niveau de rémunération, mais ça vaut pour le niveau de rémunération, ça vaut pour le niveau de classification. Donc effectivement, on peut retenir dans le champ des bénéficiaires tous les salariés hors catégorie cadre, le cas échéant. D'autres Merci. questions, Non, Clémence? on n'a pas d'autres questions. Tu peux continuer. Merci bien. La seconde partie a trait aux exonérations des heures supplémentaires rachat de RTT. Alors, le rachat, alors porté cette fois-ci par la loi de finances rectificative, mais qui a été publiée au journal officiel à la même date que la première, le dispositif de rachat de RTT, nous l'avions connu il y a quelque temps. Pour ceux qui ont quelque expérience dans le domaine de la paie, ça avait été introduit notamment, si vous vous en souvenez, par la loi TEPA, qui avait été mise en œuvre au 1er août 2007 et qui avait été mise en œuvre au 1er octobre 2007 et qui avait été ensuite abrogée
en 2012. Donc, on réintroduit cette possibilité de compléter les revenus du salarié par le rachat de RTT. Alors, dans un premier temps, s'agissant des heures supplémentaires, la loi relève le plafond d'exonération fiscale. Le plafond d'exonération fiscale, avant de l'adoption de la loi, était de 5 000 euros, si vous vous en souvenez très certainement. Il est relevé à 7 500 euros pour toutes les heures supplémentaires et complémentaires qui ont été réalisées depuis le 1er janvier 2022. Et si vous vous en souvenez également, ce plafond de 7 500 euros ne nous est pas inconnu. Il avait été mis en place pendant quelques semaines lors de l'avènement de la crise sanitaire Covid-19 et des premières mesures qu'avait prises le gouvernement à l'époque. Toutes les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées de la mi-mars à fin mai bénéficiaient pour cette période-là d'un plafond de 7 500 euros. Puis, au-delà de cette période spécifique, particulière, le plafond revenait à 5 000 euros. Au cours de l'année 2020, 3 périodes d'exonération, du plafond d'exonération fiscale, une première période à 5 000, une deuxième à 7 500 et une troisième jusqu'à la fin de l'année à 5 000. Donc nous retrouvons ce plafond de 7 500. Il est applicable pour toutes les heures effectuées depuis le 1er janvier 2022 et il a également ici un caractère pérenne. Alors, ça suppose une gestion spécifique. Pourquoi? Parce que jusqu'à la promulgation de la loi, le plafond était de 5 000. Les salariés qui ont réalisé des heures supplémentaires complémentaires, qui ont pu être défiscalisés, mais sans atteindre ce plafond exonératoire de 5 000 euros, eh bien, on modifie le plafond dans le système d'information, il est de 7 500, ça ne pose pas de difficulté, et il y aura toujours exonération jusqu'à 7 500. Pour les salariés qui ont déjà atteint 5 000 euros, le plafond de 5 000 euros, ça signifie qu'il y a une période au cours de laquelle, éventuellement, nous avons alimenté leur base prélèvement à la source des rémunérations, des heures supplémentaires non exonérées, puisqu'excédentaires, dont la rémunération est excédentaire en cumulé à 5 000 euros. Dès lors que dans le système d'information, nous avons modifié le paramétrage pour inscrire ce nouveau plafond, vous allez avoir une période plus ou moins longue au cours de laquelle on a soumis à l'impôt sur le revenu pour ensuite les heures supplémentaires en devenant exonérées puisque non atteintes du plafond de 7 500. Cette période au cours de laquelle il y a eu application de l'impôt sur le revenu, enfin par le mécanisme du prélèvement à la source, eh bien, fera l'objet de corrections en fin d'année pour avoir une assiette régularisée dans les systèmes d'information et donc sur les payes au 31 décembre prochain. Voilà comment les choses vont se faire. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de revenir spécifiquement en cours d'année sur ce qui a pu faire l'objet d'imposition parce qu'on a franchi le plafond de 5 000 pour ensuite appliquer un plafond de 7 500. Donc on va avoir une période neutralisée d'assujettissement dans le cas où, bien évidemment toujours dans le cas où le plafond de 5 000 a été dépassé, neutralisé qui reste pour le moment soumis à impôt avec une régularisation en fin d'année. Voilà ce qu'il en est du relèvement du plafond d'exonération fiscale. Le gouvernement réintroduit, j'évoquais tout à l'heure la loi TEPA, la fameuse déduction forfaitaire patronale. Cette déduction forfaitaire patronale est un héritage de la loi TEPA qui a été maintenue au bénéfice des seules entreprises comptant moins de 20 salariés, avec l'ajout d'une déduction forfaitaire patronale qui demeure à hauteur de 1,50 € pour chaque heure supplémentaire. La loi prévoit de réintroduire, bien évidemment au bénéfice des employeurs, cette déduction forfaitaire patronale. Elle est étendue, mais cette fois-ci avec une limite d'effectifs, puisque si elle peut bénéficier aux entreprises qui comptent au moins 20 salariés, ce sera dans une limite d'effectifs de 250. Au-delà, je ne peux plus en tant qu'employeur y prétendre. Le taux de cette déduction forfaitaire patronale sera fixé par décret à venir. Pour rappel, antérieurement,
Ce taux-là, pour les entreprises qui comptaient au moins 20 salariés, était de 50 centimes d'euros par heure supplémentaire contre 1,50 € pour les entreprises comptant moins de 20 salariés. En bénéficiera également le salarié qui procédera au rachat de RTT ou jour de repos renoncé. Dans ce cas-là, pour chaque jour de repos renoncé, l'employeur pourra prétendre à une déduction forfaitaire patronale en multipliant le taux par 7 pour une journée complète de rachat de RTT ou une demi-journée de rachat de RTT. Ça sera 3,5. Je pense qu'on conservera les mécanismes, bien évidemment, que nous avions connus précédemment. Le décret dira ce qu'il en sera à la fois du taux et du schéma opératoire. La déduction forfaitaire est imputable sur les cotisations dues au titre de l'heure supplémentaire exonérée ou du rachat de RTT exonéré. Donc vous savez qu'en matière sociale, bien évidemment, vous avez une exonération limitée, partielle, elle n'est pas totale, hein, contrairement à ce qu'avait mis en œuvre TEPA. Et donc là, il reste des cotisations encore dues par l'employeur qui devra verser l'URSSAF. On imputera cette déduction forfaitaire patronale sur les cotisations ainsi dues. La déduction forfaitaire patronale est également cumulable avec toutes les autres exonérations et contributions patronales dans les limites des montants restants dus. C'est-à-dire que je peux y ajouter notamment à la RGCP, la réduction générale de cotisation patronale, à la réduction du taux maladie, du taux allocation familiale et d'autres dispositifs exonérateurs dont vous pouvez prétendre éventuellement. Attention, par contre, s'agissant de l'entrée en vigueur de cette mesure en particulier, si vous comptez moins de 250 salariés, elle entre en vigueur à partir du 1er octobre 2022 et donc toutes les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2022. Alors, petit exercice ici, le 1er octobre 2022 est un samedi. Vous voyez où je veux en venir. Le salarié a réalisé 35 heures, 5 x 7, 35, du lundi au vendredi, et donc jusqu'au vendredi 30 septembre. Son employeur a besoin de lui et lui demande de venir travailler le samedi matin pendant 4 heures. Ce sont des heures supplémentaires. Sont-elles éligibles ou non à cette DPF? La réponse est oui. Ce qu'on me demande, ce sont toutes les heures supplémentaires pour les périodes d'emploi ayant débuté le 1er octobre. C'est une période d'emploi. Je suis employé le samedi 1er octobre. J'ai réalisé des heures supplémentaires. En tout état de cause, il n'y a pas de motif à les en exclure. Je serai. Alors, toutes les surprises sont possibles avec l'administration et le boss pourrait prétendre le contraire. Mais d'un point de vue légal, ce sont bien des heures supplémentaires réalisées à compter du samedi 1er octobre. Voilà, tout simplement. Et non pas d'une semaine éventuellement de décompte des heures supplémentaires. C'est une période d'emploi et les heures faites à ce moment-là devraient être éligibles à l'édition forfaitaire patronale. Rachat de RTT. Assez contesté, hein, d'ailleurs pour la petite histoire, les dispositions afférentes au rachat de RTT avaient fait l'objet d'une saisie du Conseil constitutionnel. Ceux qui ont procédé à la saisie du Conseil constitutionnel considéraient que ce dispositif-là remettait en cause le cadre général des 35 heures. Bon, on ne doutait pas de la réponse du Conseil constitutionnel parce que la même question avait été posée à l'époque de TEPA, hein, de la loi pour du travail, de l'emploi et pour le pouvoir d'achat. Et le Conseil constitutionnel avait déjà rejeté l'argument ainsi développé à l'occasion de la saisine en opposition au rachat de RTT. Alors, pour le dire de manière plus précise, que nous dit le texte? Il s'agit d'une demande de renonciation à des RTT. Demande de renonciation exprimée par le salarié. 1. La loi ne fixe pas de formalisme quant à l'expression de cette demande de renonciation. Elle peut se faire oralement, elle peut se faire par écrit, elle peut se faire par mail, elle peut se faire par un autre biais. Généralement, maintenant, on utilise des outils dédiés à la gestion du temps de travail du salarié. Et c'est par cette voie-là qu'on imagine que cette demande se fera. Le salarié peut renoncer à une journée complète ou une demi-journée. Il n'y a pas de contrainte à le faire sur une journée complète.
Et donc, éventuellement, bien évidemment, il demandera à s'absenter, plutôt à être présent, puisqu'il renonce à une période de repos, une demi-journée. Sur sa mise en œuvre, il n'y a pas d'obligation de recourir à un accord collectif. C'est une des questions qui nous avait été posée précédemment. En aucune manière, l'employeur, l'entreprise, peut décider, selon un process qui lui appartient, de dire de quelle manière, bien évidemment, elle sera amenée à gérer ces demandes-là. Cela étant, elle peut également décider de ne pas accorder de rachat de RTT, puisque la loi prévoit que l'accord de l'employeur est nécessaire. Je n'impose pas à mon employeur la renonciation à des RTT. Je demande à y renoncer pour un certain nombre à des RTT acquis, en demi-journée ou en journée, mais l'accord doit être express. Et c'est là que le formalisme a son importance, puisque nous avons vu à l'instant que les rémunérations de ces temps de travail résultant de rachat de RTT bénéficient d'exonération. En cas de contrôle ultérieur par les URSSAF, et pour valider juridiquement le régime exonératoire, que fera le contrôleur? Il ira rechercher la demande de renonciation et il ira rechercher l'accord de l'employeur, qui sont deux conditions sine qua non de mise en œuvre de ce rachat de RTT. Donc, pas de formalisme imposé par la loi, néanmoins, conservons toute trace et assurons-nous de pouvoir démontrer en cas de contrôle URSSAF que cette renonciation ou ce temps de travail supplémentaire pour lequel j'ai versé une rémunération bien spécifique l'a été fait conformément aux conditions fixées par la loi, c'est-à-dire demande et accord de l'employeur. Quelle est la période concernée? Je peux renoncer à des RTT acquis au titre de la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Alors là aussi, pas de caractère pérenne, une période de 4 ans, et de RTT acquis sur cette période de 4 ans. Donc bien évidemment, vous en avez déjà attribué, il y a quelques compteurs alimentés de vos salariés dans chacune de vos entreprises depuis le 1er janvier de cette année. Eh bien, je peux y renoncer ou en toutes les causes en faire la demande de renonciation. Ce qui est intéressant, par contre, la loi ne fixe que la période de référence d'acquisition des RTT et non pas la période de renonciation. Elle ne dit rien sur la période de renonciation. Elle dit la chose suivante, tout simplement, c'est vous avez acquis des RTT sur ces 4 années, 2022 à 2025, vous avez le droit d'y renoncer ou de demander une renonciation totale ou partielle, en journée ou en demi-journée. Potentiellement, dès lors que la loi est silencieuse sur le moment où je demande cette renonciation et le moment où l'employeur me l'accorde, potentiellement, je peux être amené à gérer encore de la renonciation des RTT au-delà du 31 décembre 2025. J'ai acquis en décembre 2025 un jour des RTT que je peux utiliser au cours de l'année 2026. Je demande à mon employeur d'y renoncer, il l'accepte. Le dispositif général de la loi pourra être mis en œuvre en 2026. Ces jours de travail ou demi-journées de travail, je réalise, doivent être bien évidemment rémunérés. La rémunération de la journée bénéficie d'une majoration obligatoire et le taux de majoration doit être au moins égal à celui de la première heure supplémentaire dans l'entreprise. Le cas le plus courant, c'est que si j'ai des heures supplémentaires dont le taux de majoration est aligné sur le taux légal de 25%, je rémunère à 100% la journée ou demi-journée et j'y ajoute une majoration de 25%. Si, comme le permet la loi, un accord collectif prévoit un taux inférieur, j'appliquerai le taux inférieur, en tout état de cause, le taux de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Voilà comment les choses doivent être faites. En tout état de cause, il faut être extrêmement prudent. On parle bien de rachat de RTT, ce qui signifie que dans la gestion du compteur RTT du salarié, il y a maintenant deux motifs de réduction, ou trois, je dirais, motifs de réduction. Le premier, c'est que j'ai utilisé le jour de RTT. Tout simplement, je me suis absenté. Le deuxième, c'est le cas échéant, je n'ai pas utilisé la totalité de mes RTT
dans la limite fixée par l'accord, un peu comme on le connaît pour les congés payés. Et là, j'ai perdu mes RTT. Troisième motif, ici nouveau, c'est son rachat. Avec, bien évidemment, lorsque je réduis le compteur de RTT racheté, l'identification très particulière qu'on doit lui adjoindre pour, d'une part, assurer une rémunération majorée, pour, d'autre part, justifier, bien évidemment, de ce que cette rémunération, cette majoration, bénéficie des régimes sociaux et fiscaux de faveur, à l'identique de celui qui est attaché aux heures supplémentaires. Voilà, donc comme je le disais à l'instant, hein, le régime social et fiscal est identique à celui qui est mis en œuvre pour les heures supplémentaires et complémentaires, avec quelques éléments de gestion. D'abord, c'est un dispositif applicable à toute journée, demi-journée renoncée par le salarié, donc la nécessité vraiment d'identifier ce décompte du compteur de ce qu'il y a eu renonciation à son origine. Je rappelle que la chose se fait également en cas d'année incomplète. Le salarié entre en cours d'année, il entre le 1er octobre 2022, donc très prochainement dans l'entreprise. Sur le dernier trimestre, il a acquis un certain nombre de RTT. Peu m'importe s'il n'a pas été présent tout au long de l'année, il suffit qu'il ait demandé la renonciation à tout ou partie des RTT acquis au cours du dernier trimestre, que vous lui ayez accordé, bien évidemment, cette renonciation, ce rachat, pour mettre en vigueur et appliquer la loi permettant ce rachat de RTT et l'exonération qui s'y attache. Ça, c'est tout en genre, y compris en cas d'absence maladie. Il n'y a pas de lien entre la durée effective de travail du salarié et le droit à renonciation, ou la durée effective, on peut dire, le seul lien avec cette renonciation, c'est qu'elle a créé, bien évidemment, l'octroi de RTT et l'alimentation du compteur de RTT. Mais un salarié qui pourrait être malade pendant 9 mois, il a acquis uniquement pendant 3 mois 2 jours de RTT, il peut le cas échéant y renoncer, peu importe s'il a été présent tout au long de l'année ou pas, et ce, quel que soit le motif. Ce qui est le fait générateur, ai-je des RTT acquis depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Et ça me donne l'occasion, avant d'aborder le troisième point de cette modalité de gestion. Alors, bien évidemment, l'annualisation du temps de travail, hein, et donc l'attribution et la gestion des RTT se fait sur une période généralement calée sur l'année civile. Je dis généralement. Néanmoins, bon nombre d'entreprises ont adopté une période d'annualisation décalée. Typiquement, certaines d'entre elles ont une pénalisation qui va du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante. Les compteurs ne distinguent pas selon que le RTT ait été acquis au cours du dernier semestre de l'année précédente ou du premier semestre de l'année en cours. Pour autant, lorsqu'on se retrouve dans une telle situation, l'une des premières opérations de gestion, modalité de gestion à avoir et réflexe à avoir, lorsque j'ai une période d'annulation à cheval sur 2 années civiles, c'est d'aller distinguer les jours de RTT acquis au cours de la période ayant débuté le 1er janvier 2022 et non pas pour la période antérieure. Et en 2025, on fera le même exercice acquis jusqu'au 31 décembre 2025. Ce qui suppose, bien évidemment, des modalités de gestion très particulières et une extrême rigueur dans cette gestion-là. Pourquoi? Parce que l'un des points de contrôle des URSSAF ultérieurement également, c'est à quel moment le salarié a acquis son jour de RTT. S'il l'a acquis avant le 1er janvier 2022, sans distinction dans le compteur, au-delà du 31 décembre 2025, sans distinction dans le compteur, il y a motif à redressement. Il y a motif à redressement. Donc, il faut contrôler la demande, la renonciation et la période d'acquisition de RTT. Ça, c'est un exercice que vous allez devoir faire. Généralement, il y a une acquisition mensuelle, donc on saura identifier, notamment sur le bulletin de paye, à quel moment j'ai alimenté à nouveau et complété le compteur, mais vérifier bien évidemment que les choses se sont faites de manière assez claire, assez précise, sans qu'il y ait débat ou sans risque
de discussion de contentieux avec les URSSAF. Et puis, bien évidemment, la majoration et l'exonération tiennent compte uniquement des journées et demi-journées déduites du compteur du RTT du fait de la renonciation. Voilà. Donc, si vous avez souhaité majorer, ce qui est peu probable, la rémunération d'un RTT autre que du fait de sa renonciation, de la demande de renonciation acceptée par l'employeur, bien évidemment, là également, il y a motif à discussion et contrôle plus approfondi, plus rigoureux de la part des URSSAF ultérieurement. Clémence, des questions sur cette partie? Alors oui, Allô, allô? oui, Oui. oui. Alors, nous avons, il y en a plusieurs. Je vais reprendre donc dans l'ordre. Est-ce que vous pensez que le réajustement des HC Exo va se gérer automatiquement ou manuellement? Il y a pas alors, aujourd'hui, sur le schéma opératoire que nous avons au sein de SD-Works est le suivant, c'est que des modalités vont être définies par l'équipe R&D et ensuite, ça sera un traitement dossier par dossier avec alors manuellement, oui, ça va être plutôt manuellement, mais en accompagnement du client. Assurément en accompagnement du client. Il n'y aura pas d'automatisme, ça va être extrêmement difficile d'identifier avec précision, parce qu'il va falloir aller rechercher sur chaque bulletin de paie du salarié concerné avec précision l'heure supplémentaire et complémentaire qui a été introduite dans la base PASS pour la période au cours de laquelle on avait laissé le plafond à 5 000 dès lors que le plafond de 5 000 a été dépassé. Extrêmement délicat. Extrêmement délicat. Merci. Alors une autre question, on en a plusieurs. Avoir un accord de CET empêche-t-il la possibilité d'effectuer un rachat de RTT avec exonération fiscale? Je souris parce que j'en ai échangé avec quelqu'un d'autre la semaine dernière. Nous avions été tous les deux assez étonnés de la question. Il n'y a pas de lien, non. On convenait tous les deux qu'il n'y avait pas de. Non, je ne vois pas pourquoi il l'empêcherait. D'autant plus que la loi ne fait aucun lien, hein. Alors, il arrive bien évidemment que certaines dispositions légales, dans leur mécanisme, voulu par le gouvernement et par le législateur, introduisent quelques modalités lorsqu'il y a un CET dans l'entreprise. Mais ici, il n'en est nullement fait référence dans la loi. Ok. Alors, est-ce que le plafond d'exonération brute a été communiqué ou on considère celui communiqué en 2020 comme validé 8 037 €? Alors, c'est celui de 2020, 8 037 €. On s'aligne sur l'exonération des heures supplémentaires et complémentaires. Alors 8 000, je corrige mon propos, pardon. 8 000 valait pour les 5 000. On attend pour les 7 500, pardon. Je corrige mon propos. Les 8 000, effectivement, oui. Les 8 000 bruts correspondent aux 5 000 nets, selon l'administration. Nous attendons de l'administration qu'elle confirme pour les 7 500. J'essaie de consulter ma mémoire pour me souvenir si au moment où on avait temporairement remonté ce plafond 7 500 en 2020, s'il y avait eu un nouveau plafond. Il me semble qu'il devait être de 10 000 et quelques, mais on le reprécisera. On le reprécisera. Mais nous attendons également effectivement que l'administration confirme en tous les cas de manière définitive un plafond à 7 500 brut, enfin 7 500 net et le montant brut qu'elle définira ultérieurement. Merci. En cas de modulation, en cas de cadre forfait jour, si le salarié avait des jours off et qu'il y renonce, est-ce que la direction est d'accord pour les payer avec la majoration? Est-ce que c'est considéré comme du rachat de RTT? Alors je ne sais pas ce que sont ces journées off. Ce à quoi on s'attachera, c'est ces jours de repos supplémentaires qui lui sont attribués avec révision annuelle, hein, parce qu'il faut arriver à 218, il faut réviser chaque année en fonction des jours de la semaine dont un certain nombre de jours fériés. On n'examinera que ceux dont il peut prétendre au titre d'un compteur qui a été clairement identifié. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'on entend par off.
S'ils lui ont été attribués généreusement, écoutez, c'est pas du RTT acquis et expressément visé par la loi, hein. Ce qui est visé par la loi, ce sont ces jours de repos supplémentaires auxquels il peut prétendre pour atteindre cette limite absolue de 218 ou une limite inférieure si dans l'entreprise on pratique une limite inférieure. Mais ce sont ceux qui résultent de la loi en application du Code du travail. Donc le off, j'imagine qu'il est hors de ce cadre légal. Et donc devrait être hors, normalement, bien évidemment, hors de la possibilité d'un rachat. Très bien. Nous avons déjà 2 campagnes de rachat des RTT dans l'année. Est-ce que les nouvelles règles nous obligent à payer les RTT tout au long de l'année, dès lors que le salarié va nous en faire la demande? Alors, j'essaie de faire le lien avec les deux campagnes. Nous avons deux campagnes. De toute façon, ce sont tous les RTT auxquels on a renoncé et à qui depuis le 1er janvier. Bon, Mmh. j'y renonce. Qu'il y ait une ou deux campagnes, voire plus dans l'année, dès lors que, bien évidemment, la renonciation est faite dans les conditions que nous avons visées à l'instant, surtout de demande d'accord de l'employeur et de période d'acquisition, bien évidemment, c'est éligible. Après que vous ouvriez une campagne, deux campagnes, ou qu'il n'y ait pas de campagne du tout, parce que ça c'est également une autre façon de procéder, mais dire que l'entreprise, dans le cadre de sa lutte contre l'inflation et pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, emprunte l'une des voies adoptées par le Parlement, ça peut se faire ensuite de manière assez simple en termes de procédure de campagne, si je puis dire. J'ai ouvert, vous y avez droit, vous pouvez y renoncer, je l'accepte. Alors, attention, bien évidemment, à cette gestion en termes d'acceptation. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut éviter toute décision qui pourrait s'apparenter comme un geste discriminatoire. Si vous l'accordez à un salarié, vous devez l'accorder à tous les autres salariés, sauf à faire la démonstration, que pour tel métier dans l'entreprise, en raison d'un sous-effectif, de tensions sur les métiers, de manque de recrutement, d'une surcharge particulière de travail, ça ne pourrait être accordé qu'à tel métier, quel service, tel établissement, le cas échéant. Sinon, tout le reste pourrait être considéré comme une gestion discriminatoire et pourrait être contesté devant les tribunaux. Donc, soyez extrêmement prudents. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter pour l'ensemble des salariés. Vous pouvez faire une distinction en raison, bien évidemment, de vos contraintes de production et d'activité. Mais ça doit être extrêmement objectif et non inhérent à la personne du salarié. On a déjà 4 questions, Clémence, le temps tourne, donc je propose d'avancer. Allez, très bien. Merci. Donc quelques mesures là aussi, hein, alors aucune d'entre elles n'est contraignante, et là la possibilité est ouverte aux bénéficiaires d'entreprise de retenir comme amélioration de pouvoir d'achat des salariés l'exonération de la prise en charge des frais de carburant de transport. Loi de finances rectificative. D'abord, sont revues à la hausse les limites d'exonération de prise en charge des frais de carburant ou des frais électriques, et donc un relèvement du plafond exonératoire qui passe de 500 à 700 euros, dont 400 euros au titre du carburant, en limite, 400 dans les 700, au lieu de 200 dans les 500 précédemment. Et pour les salariés qui exercent dans les départements d'outre-mer, les limites sont relevées à 900 euros au lieu de 700 et 700 au lieu de 400. Alors là, effectivement, nous avions déjà dans les dispositions antérieures des limites plus élevées pour les départements d'outre-mer. Par ailleurs, pour la première fois, la loi admet le cumul possible de prise en charge des frais de carburant avec l'obligation de remboursement des frais de transport en commun. Ce de manière très temporaire, c'est-à-dire uniquement pour la période courant janvier 2022, décembre 2023. Alors vous savez que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas. Alors vous aviez d'abord l'obligation, bien évidemment, de rembourser à hauteur de 50% tarif seconde classe transport en commun du salarié, l'abonnement de transport en commun du salarié, mais vous ne pouviez pas y ajouter une prise en charge des frais de carburant, notamment pour les salariés qui, le cas échéant de leur résidence, empruntent leur véhicule jusqu'à un terminus de bus ou une gare SNCF et ensuite utiliser son abonnement.
vous n'avez d'obligation qu'à rembourser l'abonnement, mais pas les frais engendrés par ce déplacement entre le domicile et la gare. Désormais, vous allez pouvoir le faire de manière très temporaire, nous dit le gouvernement, en tous les cas, nous dit à travers cette loi, uniquement pour les années 2022 et 2023. Ce qui est assez intéressant, c'est que la loi, dans ses dispositions, ne fixe pas le plafond exonératoire. Donc, j'aurai toujours cette prise en charge de l'abonnement de transport en commun. J'y ajoute la prise en charge des frais de carburant ou des frais électriques si j'utilise un véhicule à moteur électrique, mais j'ai pas de limite. Voilà, donc la première des obligations, c'est effectivement transport en commun et pas de limite ici. Et donc, sur lequel on peut s'interroger, absence de limite sur lesquelles on peut s'interroger, parce que ça rend certainement beaucoup plus intéressant ce dispositif-là que le premier concernant ce qu'on appelle les forfaits mobilité durable. Entrée en vigueur du dispositif, 1er janvier 2022, donc là aussi éventuellement, si ça a pu être fait par le passé, ou en tous les cas pour les limites relevées, on régularisera progressivement et selon des modalités techniques qui restent encore à voir. On élargit également le remboursement de transport en commun. Aujourd'hui, vous avez une obligation de remboursement de 50% de l'abonnement de base seconde classe. La loi permet, à titre purement facultatif, à ce que l'employeur puisse, en bénéficiant toujours des exonérations sociales et fiscales pour le salarié, une prise en charge de 25% de plus, donc jusqu'à 75% de l'abonnement. Là également, pour une période allant de janvier 2022 à décembre 2023. En clair, vous avez toujours cette obligation à hauteur de 50% et vous pouvez y ajouter de manière facultative 25%. Bénéficiant des mêmes régimes social et fiscal que ce qui est déjà prévu dans la loi lorsque j'applique le minimum légal de 50%. Ce qui est assez intéressant par contre, c'est que l'administration, mais uniquement l'administration sociale, pas l'administration fiscale, permettait en tout état de cause une prise en charge et un remboursement à 100%, nous dit le bulletin officiel de la sécurité sociale, mais dès lors qu'on se limite à cette prise en charge des frais réellement engagés. Les frais réellement engagés, on les démontre assez aisément. On a la facture qu'on peut demander, ou le ticket lorsque l'on procède au renouvellement de son abonnement mensuel de transport en commun. À mon sens, là, nous avons d'abord une base légale qui a été introduite par la loi. Ça ne remet pas en cause la tolérance administrative qui peut permettre à l'employeur d'aller jusqu'à 100%. Mais dans ce cas-là, il n'aura qu'un bénéfice social, il n'y aura pas de bénéfice fiscal. Voilà. Alors que la loi permet pour les 25% au-delà des 50 d'avoir à la fois l'avantage social et à la fois l'avantage fiscal. Bon, peut-être pas de questions là non plus. Clément, j'avance un peu parce que je vois que l'heure tourne. Déblocage anticipé de l'intéressement et de la participation également porté par la loi de finances rectificative. Quelles sont les sommes concernées? Uniquement intéressement et participation, donc celle que j'ai placée dans l'un de ces deux dispositifs-là, et je ne peux pas débloquer l'épargne PERCO ou l'épargne PERECO, toute autre trait complémentaire prévue dans l'entreprise, ce qui est assez compréhensible, parce que dans l'optique, bien évidemment, de la prochaine loi sur la retraite, on ne peut pas y à la fois envisager des mesures dédiées à la retraite dans son financement, dans la façon dont on a bien évidemment délivré les pensions de retraite et éventuellement l'âge à partir duquel je pourrais y prétendre, et à la fois faciliter de déblocage de ce retraite complémentaire. Donc on se limitera spécifiquement, très exclusivement à l'intéressement à la participation. Je peux procéder au déblocage pour toute ou partie de cette épargne jusqu'au 31 décembre 2022. C'est une information que vous pouvez donner à vos salariés, et le déblocage se fait en une seule fois uniquement dans la limite d'un plafond de 10 000 euros net, nous dit la loi. 10 000 euros net. À l'organisme gestionnaire de déterminer le montant brut pour parvenir à ce net. C'est un brut déduction faite par la suite de la CSG-CRDS, essentiellement, pour obtenir on peut faire quelques estimations assez facilement, bien évidemment, pour ces 10 000 euros net. Et ce que percevra le salarié, c'est toujours un montant net. Le déblocage, lui, sera opéré par l'organisme de gestion en montant brut. Et puis sur le régime social et fiscal, donc c'est celui qui est attaché à l'intéressement et à la participation. Bon, quelques éléments sur la revalorisation du SMIC. Donc fin juillet, effectivement, le gouvernement a procédé à cette revalorisation, dont on rappelle qu'il y a
toujours une revalorisation au 1er janvier de chaque année et une revalorisation au cours de l'année, dès lors que sur la période antérieure, on ait constaté un taux d'inflation supérieur à 2%, et vous savez qu'elle est, qu'elle est assez importante. Certains estiment, d'après les dernières informations reçues, certains estiment qu'elle pourrait être de plus de 6% au mois de décembre de cette année. Et il n'est donc pas exclu que nous ayons encore au cours de l'année une nouvelle revalorisation. Pour rappel, les deux dernières qui sont faites en dehors du 1er janvier, c'était le 1er octobre 2022 et le 1er mai 2023. 2022, c'était le 1er octobre 2021 et le 1er mai 2022. Donc on relève le SMIC, on passe de 10,85 à 11,07 depuis le 1er août. L'impact premier, c'est l'abattement d'assiette des CDD courts. Donc les CDD qui ont moins de 2 mois dans l'entreprise ont une base passe abattue de 50% du SMIC net. Et donc on passe pour cet abattement d'une valeur de 575 € à 688. Le RSA, comme d'autres prestations sociales, font l'objet dans la loi d'une revalorisation de 4% depuis le 1er juillet 2022. Pourquoi la chose est d'importance pour nous? Parce qu'il s'agit d'identifier le montant totalement insaisissable en cas d'opération de saisie arrêt sur salaire, qui doit passer 575,52 €, 597,54 €. La loi fixe cette revalorisation. Nous avons demandé à l'administration de confirmer et donc de nous dire qu'il n'y aura pas nécessité de passer par la voie d'un décret, alors que jusqu'à présent, vous le savez, le RSA est revalorisé par décret au 1er avril de chaque année. Nous en attendons juste la confirmation qui devrait nous arriver très rapidement. Sur l'activité partielle, quelques éléments. Quelles sont les personnes qui peuvent encore y prétendre lorsqu'elles se trouvaient dans une situation très particulière? Vous savez que la garde d'enfants et les personnes vulnérables pouvaient encore en bénéficier jusqu'au 31 juillet dernier. On est arrivé au terme de cette éligibilité pour ces deux catégories de personnes d'éligibilité à l'activité partielle. La loi prévoit de les y inscrire à nouveau, mais uniquement pour les personnes vulnérables, de manière très temporaire, du 1er septembre au 31 janvier 2023. Les bénéficiaires la liste des bénéficiaires sera fixée par décret. On peut se référer utilement à ce qui avait été fait déjà par le passé, et on peut imaginer que le même périmètre sera retenu. Ce sont des situations de vulnérabilité donc fixées par décret. Exposition de forte densité virale, on pense notamment au personnel soignant, salariés en immunodépression, impossibilité de recourir au télétravail et inaccessibilité, excusez-moi, à des mesures de protection renforcées. Le taux de l'indemnité, le taux de l'allocation devrait être les taux maximum prévus expressément par la loi, c'est-à-dire 70% dans chacun des cas. Si je disais à l'instant que précédemment, les personnes vulnérables pouvaient être éligibles à l'activité partielle jusqu'au 31 juillet dernier, l'administration a étendu le dispositif antérieur jusqu'au 31 août pour pouvoir les faire intégrer dans le régime global de l'activité partielle. La garde d'enfants, donc la fin définitive a été actée au 31 juillet 2022. Si des salariés se trouvaient dans l'obligation de procéder à la garde d'enfants, eh bien on rentre dans le régime de droit commun de congés pour enfants malades que vous avez sans doute déjà pratiqué par le passé. Et puis revalorisation de l'activité partielle, suit cette revalorisation le taux du SMIC. Donc le taux commun de l'allocation, puisqu'on parle ici que de l'allocation, c'est-à-dire le montant remboursé par l'État, passe de 7,73 € à 7,88 €. Et pour les personnes vulnérables et en activité partielle de longue durée, pour ces dernières aussi, dès lors que j'ai mis en place un accord APLD, je peux prétendre à un taux plus élevé et donc le taux de remboursement progresse également et il passe de 8,59 € de l'heure à 8,76 €. Des questions, Clémence, sur ce que nous venons de voir? Alors Allô? oui, 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 je suis là. La Oui. participation débloquable doit avoir été acquise jusqu'au 31/12/2021. Le texte ne le dit pas, il dit déblocage possible jusqu'au 31 décembre 2022. Donc ça peut être acquis alors, on se cale sur. Alors la participation, généralement, est calée sur l'année d'exercice fiscal.
Donc, si vous avez un exercice fiscal qui s'achève au 31 décembre 2021, pardon, je vais mettre un peu d'ordre dans mon esprit sur les années, 31 décembre 2021, donc ça signifie que vous avez eu un versement au cours de l'année 2022. Donc, normalement, vous pouvez débloquer cette participation lorsqu'elle a fait l'objet d'un versement sur un compte bloqué, un compte dédié. La demande doit se faire jusqu'au 31 décembre 2022. Point. C'est tout ce que dit la loi. Elle ne fixe pas de période de blocage ou d'exercice fiscal de référence. D'autres questions, Clémence? Non, on n'a pas d'autres questions sur les slides que tu viens de partager. Merci. Dernier point, la réforme des IJSS. Alors, pourquoi j'évoque ce sujet avec vous? À la fois pour une bonne nouvelle, si je puis dire, et à la fois bien pour quelques difficultés persistantes. Dans un décret en date du 12 avril 2021, et maintenant qu'il date quelque peu, 18 mois quasiment, l'administration a souhaité modifier les modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. À ce titre-là, elle instaure deux périodes. Une période transitoire et une période définitive. La période transitoire s'ouvrait dès l'entrée en vigueur du décret, c'est-à-dire à compter du 14 avril 2021, et doit s'achever au 30 septembre 2022, là, dans quelques jours, avec donc au lendemain l'entrée en vigueur d'une période définitive au 1er octobre 2022. Bon. Ce que nous avons obtenu, et ici, notamment en raison, d'abord parce que nous aurions été en peine d'y répondre compte tenu de l'absence de précision à nos demandes réitérées à plusieurs reprises sur différents aspects du nouveau régime, dans la capacité de pouvoir l'intégrer dans les systèmes d'information dans un délai suffisant pour avoir une concordance entre ce qui sort en paye et ce qui est déterminé par les CEPAM. Donc, report a été obtenu et l'information qui nous a été donnée, c'est un report au 1er juillet 2024 dans un décret à venir. L'information a été donnée fin juillet, début août, de mémoire. Bon, il faut espérer que ce décret soit publié très prochainement, sans attendre le 1er octobre prochain. Quels sont les motifs? Alors, je viens d'en évoquer quelques-uns. L'essentiel pour la CNAM, et pour nous aussi, bien évidemment, c'est le fait que l'on ne tienne plus compte, en cas d'absence du salarié, en cas d'absence de rémunération du salarié sur la période antérieure, on ne procède plus à une reconstitution du salaire, mais que l'on se réfère à la rémunération qui a été versée au titre de jours travaillés calendaires. Alors, jours travaillés calendaires, on a demandé à l'administration de préciser les choses, d'autant plus que sur certaines dispositions du décret, on vise le jour travaillé calendaire, et dans d'autres, on vise uniquement les jours travaillés. Faut-il comprendre en réalité la même notion alors qu'elle est assez disparate? Un exemple pour vous dire un peu la difficulté à venir et qui se posera à toutes et tous et pour lesquels là on rencontre quelques problématiques actuelles. Je vous donne un exemple très simple. Un salarié revient dans l'entreprise le 9 septembre et il tombe malade le 20. Il revient d'un congé sabbatique, d'un congé parental d'éducation, voire d'une période d'arrêt maladie, mais au titre de laquelle il ne pouvait plus prétendre, ses droits étant épuisés, ne pouvait plus prétendre à un maintien de salaire. Ça signifie que sur les 3 derniers mois, juin, juillet, août, ma référence salariale pour déterminer ce taux IJ est égal à 0. Eh bien, le décret nous demandera en réalité de prendre en considération les rémunérations versées aux salariés du 9 au 20 septembre pour ensuite déterminer un taux IJ. Ce qui signifie qu'en réalité, ces rémunérations-là, je les connaîtrai qu'au mois d'octobre lorsque, en raison d'une période de recueil M-1, j'aurai établi ma paye tenant compte de l'absence du 21 au 30 septembre 2022. C'est une première chose. Et ici, il y a une modification substantielle des modes de calcul et donc des périodes de référence.
voilà les choses essentielles. Alors, quand je dis jour travaillé calendaire, effectivement, l'administration est ignorante de cette notion de jour travaillé calendaire parce que non présente en DSN. Donc, ce qu'elle nous a dit dans un premier temps, c'est que dans la mesure où il faut quand même trouver le meilleur véhicule pour être alimenté de ces jours travaillés calendaires, la DSN lui semblait le véhicule le plus approprié, ce que nous convenions aisément, mais qu'il y avait impossibilité de modifier le cahier des charges DSN pour 2023, donc se reporter à 2024. Voilà, l'administration a décidé que ça sera au 1er juillet 2024, donc 6 mois supplémentaires, je pense, pour faciliter les adaptations d'un système d'information. Dans les autres problématiques que nous rencontrons, c'est que qu'en tout état de cause, la CNAM a anticipé quelque peu la mise en œuvre de certaines dispositions du décret, notamment de la période transitoire. Et elle applique ces dispositions-là pour les nouveaux entrants. Alors, dans l'exemple que j'ai donné, les nouveaux entrants, que se passe-t-il? Le salarié entre dans l'entreprise le 9 septembre. C'est un nouveau salarié, il tombe malade le 20. Impossibilité de connaître ses rémunérations antérieures. Jusqu'à présent, le taux IG était déterminé par reconstitution du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé au cours des 3 derniers mois. Dans la mesure où le nouveau cadre réglementaire de calcul, lui, ne permet plus de la reconstitution de salaire, la CNAM se réfère aux rémunérations qu'il a pu percevoir au cours de ces périodes-là auprès d'employeurs antérieurs. Bien évidemment, nous ne connaissons pas les rémunérations de ces employeurs antérieurs. En aucune manière, et nous n'avons pas à les connaître. Confidentialité, impossibilité, bien évidemment, qu'ils puissent être transmis de manière dématérialisée. Ça aurait été enfreindre peut-être quelques règles de confidentialité et de sécurité posées par la CNIL, en toute légitimité. Eh bien, comme nous ne les connaissons pas, nous aboutissons à un calcul disparate entre le taux IJ calculé désormais par les CEPAM et ce que nous pouvons nous calculer. Alors, pourquoi ça nous intéresse pour un salaire qui vient d'arriver récemment? Normalement, nous ne devrions pas le faire parce que pas de versement de maintien de salaire dans la mesure où, sur la base légale, la condition d'ancienneté est d'une année, et sur la base conventionnelle, généralement, c'est de 6 mois. Sauf que nous sommes confrontés à certaines situations où le maintien de salaire se fait immédiatement sans ancienneté. Je pense notamment aux salariés qui relèvent du régime local Alsace-Moselle, ou peut-être dans certaines entreprises, de manière extrêmement favorable aux salariés, l'absence de conditions d'ancienneté. Eh bien, ici, il y a une disparité extrêmement importante et dans certains cas, on a pu constater un écart de 1 à 3 entre le taux des IJ déterminé par la CEPAM au regard des nouvelles règles, qu'elle a quelque peu anticipées, et ce que nous avons pu calculer. Et cela impacte très, très fortement, bien évidemment, le maintien de salaire. Alors, ça peut être résiduel, ça peut ne pas vous concerner, ça peut ne pas arriver, je n'en disconviens pas, mais il nous faut quand même traiter, bien évidemment, cette situation-là. Et voilà les problématiques actuelles que nous tentons de résoudre avec nos interlocuteurs des différents ministères. Et nous avons, pour ne rien vous cacher, un prochain atelier de travail d'échange avec la CNAM, avec le CHIP MDS en charge de la gestion de la DSN et d'autres directions ministérielles que nous avons invitées pour maîtriser de manière beaucoup plus large que ce que nous connaissons déjà, le prochain calcul IGSS. Voilà. Pour tout vous dire, bien évidemment, nous aurons l'occasion de revenir dessus à chaque fois qu'une nouveauté verra le jour. Notre problématique et nos difficultés de ce jour ont trait à cette gestion des nouveaux entrants. Et puis, pour la phase définitive, bien évidemment, d'ici juillet 2024, des échanges ne manqueront pas avec vous pour la mise en place du dispositif. Des questions peut-être, bien que ça soit, bien que nous ayons encore un calendrier assez large? Alors non, pas de questions, Abdelkader, sur ces derniers slides. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous indique nos prochains rendez-vous que vous avez déjà marqués dans vos agendas, bien évidemment. Des invitations vous seront adressées vendredi 7 octobre à 11 h, jeudi 10 novembre à 11 h et vendredi 9 décembre à 11 h. Le calendrier de 2023 sera arrêté prochainement. On pourra vous le communiquer dès que ce sera le cas. Voilà pour ces prochaines dates que je vous laisse noter. Vendredi 7 octobre, jeudi 10 novembre, vendredi 9 décembre. Tous ces rendez-vous se feront à 11 h. Je n'ai plus qu'à vous remercier de votre attention, des questions posées, de votre assiduité à nos rendez-vous. En remerciant une nouvelle fois de la confiance que vous nous témoignez.
Et puis au plaisir, bien évidemment, de vous retrouver très prochainement. Merci Clémence pour cette Merci, introduction dans l'animation, puisque c'était la merci première de Clémence. Abdelkader. Et oui, évidemment, j'ai reçu aussi des questions concernant le replay et le PPT. Tout vous sera envoyé par email la semaine prochaine. Voilà. Parfait, bien évidemment. Il sera mis à votre disposition. Merci bien, bonne continuation et bonne rentrée. Bon, peut-être avec quelques jours tardifs, mais il est encore sur la paix du mois de septembre, temps de se mettre à jour et donc d'intégrer les nouveautés de la rentrée. Merci à toutes et tous, à très bientôt, au revoir. Merci, bonne journée. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine session en octobre. Au revoir.